Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgrou. Bienvenue à l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM avec Samuel Labrec et ma collègue Louise Petitgrou. Louise, ça va bien? Ben, ça va bien, à part une petite cassure au poignet. Ben oui, c'est... Mélange de plaques de glace et de mauvaises bottes, là. Ça me fait rire parce que j'avais parlé de la marche la dernière fois, j'en avais vanté les mérites et tout ça, puis j'en suis une belle victime. Fait que, comme on dit, cordonnier mal chaussé, tu sais. Fait que c'est pas... Tu t'es pas rencontré quelqu'un dans la rue là, qui t'avait énervé puis que tu l'as punché dans la face? OK, c'est bon. Vite, je me dépêchais pour aller rejoindre quelqu'un pour marcher, justement. Bon, voilà. C'est bon. Bon, on a une super bonne émission aujourd'hui. Deux sujets vraiment très intéressants. Mais avant tout, je voulais faire une petite actualité avant de passer au sujet. Je voulais parler d'une lettre ouverte qui avait été écrite la semaine dernière par la présidente Lise Lapointe, présidente de l'AREC, qui dénonçait les cas de maltraitance qu'il y avait eu au manoir Liverpool, qui s'ajoutait à plein de cas de maltraitance dans les résidences pour aînés et CHSLD privés dont la liste commence à s'élargir. À chaque fois qu'on gratte un petit peu, on trouve des choses assez horrifiantes. Et la lettre s'intitule « C'est payant de maltraiter les aînés au Québec ». Ça fesse, le titre il fesse, mais je pense que c'était important. Ça le fait beaucoup de médias, dans le fond. Littéralement, tous les médias écrits ont diffusé la lettre. C'est une lettre qui remet aussi en question le principe de ce qu'on a fait des aînés, à quel point on a marchandisé les aînés en perte d'autonomie, à quel point on a délaissé le soutien à l'autonomie dans les mains du privé, finalement. Le réseau de la santé s'en est complètement dégagé, que ce soit des soins à domicile ou de l'hébergement. Puis ça donne les résultats que ça donne. On ne dit pas que le public est parfait. Le public a besoin d'amour, ça c'est clair. C'est juste que quand c'est dans le privé, ben ça se sait pas. Puis la loi du silence dans le privé, elle semble très forte parce qu'à chaque fois, c'est tout le temps la même réponse qu'on a. On le savait pas. On ne nous a pas communiqué les affaires et tout. Donc, c'est tout un questionnement à savoir, les résidences privées pour aînés, souvent, c'est le seul choix que les gens ont s'ils veulent un peu de tranquillité d'esprit puis un peu de service. On va pas en résidence privée parce qu'on est grabataire. On va en résidence privée parce qu'à un moment donné, on est plus capable nécessairement de se faire à manger, les travaux à l'extérieur, là, déneiger, tout ça. Alors que dans plusieurs pays, ou qui ont investi dans les soins à domicile, c'est des choses qui sont couvertes. C'est des services qui sont couverts, qui font que la personne peut rester à domicile le plus longtemps possible avec une certaine tranquillité d'esprit, dont on n'a pas le droit au Québec, sauf si on a les moyens, parce qu'on a un système de soutien à domicile à deux vitesses. Les gens qui payent ont les moyens. Les gens qui n'ont pas les moyens, sont obligés des fois d'aller dans des résidences. Des fois, c'est même en HLM. Dans le cas de Montréal, là, ils vont dans des HLM, puis c'est pas toujours le meilleur endroit pour une personne aînée qui est susceptible de perdre d'autonomie. Donc, effectivement, c'est un gros sujet qu'on devrait avoir, un gros débat de société qu'on devrait avoir. Et je crois que la lettre de la présidente a fait réfléchir beaucoup de personnes. Plusieurs médias l'ont invité à les commenter aussi. Donc, espérons que ça fasse bouger un peu les choses. Le titre était pertinent parce que je voyais que Liverpool, ils veulent poursuivre le C3S pour 750 000 $ parce qu'ils disent que le rapport qui a été fait ne leur rend pas justice. Non. Ils sont maltraités, les vieux qui sont là-bas, mais en plus, il faudrait les payer pour... Oui, c'est ça qu'on dit dans le fond, c'est que c'est payant. Il faut se rappeler que c'est des résidences commerciales. On ne le dit pas assez, là. Mm-hmm. C'est des résidences privées pour aînés commerciales. Le but, c'est de faire du profit. Le but, c'est de faire du profit, c'est ça. En tout cas. Puis justement, c'est scandaleux, cette histoire. C'est lourd de sens que de laisser les personnes en situation de vulnérabilité entre les mains d'entreprises dont l'objectif est de faire du profit. Le réseau de la santé, là, un hôpital, là, son but, ça ne devrait pas être de faire de l'argent, c'est de donner des soins et des services de qualité. Puis cette partie-là du réseau de la santé, là, les soins aux aînés, ça a complètement été échappé, ça, à la loi sur la santé et les services sociaux. C'est comme un autre monde là, qu'on a laissé entre les mains finalement du privé, mais on voit finalement que
tout cas, c'est lourd de sens, puis c'est un marché qui est en pleine croissance. On parle d'entreprises qui sont cotées en bourse des fois. La santé et l'éducation, ça ne devrait pas aller au privé. Ben, Les garderies, c'est partie des garderies privées, c'est le même problème. Là, les conditions qui sont faites aux enfants ne sont pas les adéquates. Exactement. Fait que, bref, je vous invite, j'invite les auditeurs à aller lire cette lettre-là et y réfléchir à ce sujet-là. Dans le fond, on va tout de suite passer à la première entrevue qu'on a fait avec Ginette Plamondon, ma collègue conseillère à l'AREC, qui a travaillé sur un mémoire, justement, dans le cadre d'une enquête de la commissaire à la santé et au bien-être, une enquête qui porte sur la gestion de la pandémie à l'égard des services aux aînés. Donc, l'AREC a participé en déposant un mémoire, mais a aussi rencontré la commissaire pour faire valoir finalement les droits de ses membres et des aînés en général aussi. Donc, on va voir avec Ginette plus en profondeur comment ce mémoire-là était bien étoffé. Et par la suite, on va parler avec Tommy Bureau, que plusieurs se rappellent, qui était conseiller à l'AREC, mais qui est maintenant rendu à la CSQ. Il était aux EVB, mais finalement, peut-être que certaines personnes l'ont remarqué, mais les EVB ont évolué en quelque chose d'autre qui s'appelle maintenant le mouvement ACT. Donc, on va voir avec lui, c'est quoi ça, le mouvement ACT? Donc, bonne émission. On se voit tantôt. À tantôt. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de l'heure juste. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et on a avec nous Ginette Plamondon, conseillère à l'AREC, qui va venir nous parler d'un sujet là, très d'actualité. Ginette, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, ce sujet d'actualité là qu'on suit de très près à l'AREC depuis plusieurs mois, depuis le printemps dernier. L'AREC vient de déposer un mémoire à la suite là, d'une consultation ou d'une la commissaire à la santé et au bien-être là, qui a décidé de faire une enquête ou quelque chose du genre. Pourquoi la commissaire a décidé de lancer ça? Oui, en fait, il faut savoir qu'après les événements du printemps, de la première vague de la pandémie, il y a eu beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'il fasse une enquête. On sait qu'il y a encore des enquêtes en cours, là, mais il y en a eu plusieurs. Il y a le protecteur du citoyen qui a enquêté, des autres professionnels. Bon, il y en a eu plusieurs, mais il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'il fasse lui-même une propre commission d'enquête publique. Et la réponse du gouvernement, ça a été de désigner la commissaire à la santé et au bien-être pour mener une enquête. Il faut savoir que le mandat de la commissaire à la santé et au bien-être porte spécifiquement sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés. Les RPA, là, on entend parler de plus en plus. Et CHSLD, maintenant, je pense que tout le monde au Québec sait ce que ça veut dire. Ouais. Les centres d'hébergement et de soins de longue durée, maintenant, c'est bien connu. Donc, la commissaire a un mandat d'étudier spécifiquement comment s'est passée la gestion de la pandémie pendant la première vague dans ces deux milieux de vie-là en particulier. Et donc, avant de continuer, peux-tu nous dire un peu c'est quoi la commissaire? Tu sais, ça sert à quoi un peu, la commissaire à la santé au bien-être? Oui, bien sûr. Alors, la commissaire, en fait, on dit la commissaire parce que le poste est occupé par une femme, mais c'est le poste du commissaire à la santé au bien-être. C'est un organisme indépendant. La commissaire est nommée par le gouvernement, et l'Assemblée nationale, en fait, et elle est vraiment indépendante pour mener toutes sortes d'enquêtes sur les enjeux qu'elle trouve les plus importants en matière de santé et de bien-être. Elle c'est vraiment, en tout cas, on nous dit qu'elle a pleine marge de manœuvre, qu'elle a toute la liberté et tous les moyens nécessaires pour mener des enquêtes indépendantes. Il faut savoir que le poste avait été aboli dans la récente réforme du système de santé qui avait été menée par l'ancien gouvernement et l'ancien ministre de la Santé, M. Barrette. Le poste de la commissaire à la santé au bien-être avait été aboli, mais a été réanimé avec le nouveau gouvernement. Et donc, un de ses premiers mandats est justement l'enquête qu'elle mène actuellement. OK. Juste son mandat là, actuel, là, pour moi, c'est pas évident là, par rapport à la protectrice du citoyen qui, elle, enquêtait là, aussi dans la gestion de la crise dans les CHSLD. Tu sais,
je comprends que les mandats sont spécifiques, mais ils sont pas, tu sais, c'est pas très, pour moi, en tout cas, pas très clair, là, les différences. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, mais en tout cas, ça semble, il y en a beaucoup, disons, hein, avec, en plus, le coroner qui s'est ajouté, là. Euh, Oui, tout à fait. Ça devient parfois un peu complexe de trouver les nuances et les subtilités dans les mandats de chacun des personnes, des organismes là, qui enquêtent actuellement. C'est sûr que le protecteur du citoyen a déjà livré un premier rapport d'étape et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment très axé sur l'usager, je dirais. Alors que la commissaire à la santé au bien-être, ce qu'on a vu, c'est qu'elle est très axée sur les processus. Comment ça a marché, comment ça se fait que ça n'a pas marché finalement. C'est où est-ce que dans les différents processus qui sont en place, où est-ce que ça a accroché pour qu'on en arrive à la situation catastrophique qu'on a connue au printemps dernier. Mais tout à fait, il y a eu le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières auxiliaires qui ont fait des enquêtes aussi. Là, le coroner, de plus en plus de pression se fait pour que la vérificatrice générale aussi fasse des enquêtes. À un moment donné, ça devient complexe là, de s'y retrouver. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, l'AREC a manifesté, je crois, son désir de participer là, à cette enquête-là. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a bien vu, je dirais, l'orientation que prenait la commissaire, qui était vraiment davantage axée sur les processus, mais on a jugé vraiment important de faire valoir le point de vue de l'usager comme tel, le point de vue de nos membres finalement et des personnes aînées, pour qu'on puisse mettre la lumière sur comment ça a été vécu par nos membres et comment les constats que nous, on a faits et les recommandations qu'on a à mettre de l'avant pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Parce qu'il faut pas oublier que les aînés de 60 ans et plus, les personnes de 60 ans et plus, représentent 98% des personnes décédées de la COVID. Là. Les aînés ont payé un prix énorme là, par rapport à la première vague de la pandémie là, du mois de mars, là, à peu près jusqu'au mois de juin. Là. Vraiment les aînés là, qui ont payé le plus gros prix en CHSLD et en résidence privée pour aînés. Ouais, le chiffre que j'avais vu, c'était 10% de la population de CHSLD qui était décédée. Là. Oui, c'est ça. C'est énorme, là. C'est énorme, là. Donc, nous, un des éléments qu'on a mis en lumière, c'est que on considère que le contrat social auquel les aînés avaient adhéré a été rompu. Dans le sens que toute leur vie, on a dit aux aînés, soyez des bons citoyens fiscaux. Si vous payez vos taxes, vos impôts et qu'un jour, en fin de vie, si vous vivez une situation de perte d'autonomie, l'État sera là pour vous soutenir. Si vous devenez plus vulnérable, on pourra vous offrir les services et les soins dont vous avez besoin. Et là, l'État n'a pas été là. L'État n'a pas soutenu les personnes qui étaient en fin de vie et qui avaient besoin qu'on les soutienne. Alors ça, nous, c'est un constat qu'on dresse et qu'on voulait faire entendre à la commissaire à la santé et au bien-être parce que, pour nous, la première étape de la gestion de la pandémie en CHSLD, RPA, pour nous, c'est un symbole d'échec du Québec par rapport à ses aînés. Le Québec a vraiment pas su être là au moment où ses aînés avaient besoin de lui. Effectivement. Puis là, tu as travaillé sur un mémoire, Ginette, à l'AREC. Puis c'est un mémoire qui, effectivement, fait un état de la situation, puis qui émet aussi certaines recommandations. Je voulais voir un peu plus en profondeur c'était quoi qu'il y avait dans le mémoire. Puis là, j'avais calculé 19 recommandations. C'était-tu voulu, ça, COVID-19, 19 recommandations? C'était un peu hasard. Tout est dans tout. Non, c'est un pur hasard. J'avoue que je les avais moi-même pas calculés. Fait que c'est quand même beaucoup de recommandations. Là, on a planché sur quelque chose de solide. Oui, tu sais, dans un moment où, et pour les gens qui vont lire, nombreux, j'en suis convaincue, vous allez voir que le ton est quand même assez mordant, je dirais, parce que on considère que si dans une époque où il y a des milliers et des milliers de personnes aînées qui meurent en CHSLD, si là on peut pas se permettre de mettre le point sur la table un peu, on le fera jamais là.
Je veux dire, c'est grave ce qui s'est passé et nous, on considère que c'est notre rôle de le dire et de faire en sorte que ça se reproduise plus. Écoute, parmi les recommandations, une que bon, peut-être que les gens qui nous écoutent connaissent déjà, on a milité pour la tenue d'états généraux sur les aînés, sur les conditions de vie des aînés. On a observé que très souvent, trop souvent, l'État légifère à la pièce quand il est question de soutenir les aînés. C'est des visions parcellaires. On a parfois l'impression que le bras gauche et le bras droit du gouvernement travaillent pas ensemble, à tout le moins. Il y a une absence de vue ensemble. Alors nous, on a d'abord insisté pour qu'il y ait une réflexion qui soit faite sans partisanerie autour de une vision globale de ce qu'il faut se donner comme système, comme fonctionnement au regard des conditions de vie des aînés pour les 10, 15 prochaines années qui viennent. Donc ça, c'est la première recommandation qu'on a faite. Ensuite, on a insisté sur l'importance de services publics forts. Parce que même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le dit, les pays qui s'en sortent le mieux avec la COVID, ce sont les pays où il y a des services de santé qui sont forts, qui sont bien organisés, qui ont des ressources financières, humaines, matérielles suffisamment pour être capables de répondre aux besoins qui émergent dans un contexte de pandémie. Donc, nous, on a insisté là-dessus. Et les chiffres nous démontrent ici aussi que dans les CHSLD privés, les CHSLD qui ont une convention avec le gouvernement et ceux qui n'en ont pas, là, ben, il y a eu plus de cas que dans les CHSLD publics. Donc, il y a là, pour nous, en tout cas, une démonstration supplémentaire du fait que si on veut être capable de faire face à des pandémies comme ça, être capable d'offrir les services, les soins nécessaires aux aînés, il faut qu'on ait des services publics forts et bien organisés et bien financés aussi, bien entendu. Or, on sait que les dernières années ont été extrêmement difficiles dans les services publics. Hein. Il y a eu des coupures de budget importantes, des coupures de personnel, des réorganisations, de la centralisation, bon, etc. Donc ça a fait que notre système de santé publique était faible, en tout cas pas aussi fort qu'il aurait pu et dû l'être quand est arrivée la première vague de la pandémie. Crois-tu, Ginette, que c'est plus simple ou facile d'avoir de l'imputabilité quand on est dans la sphère publique, dans le réseau public, que quand on est en partenariat public-privé? C'est quelque chose que je remarque, par exemple, là, c'est que quand il se passe de quoi dans une résidence privée ou dans un CHSLD privé, conventionné ou non conventionné, on se tire la balle là, d'un bord puis de l'autre. Puis au final, on dirait qu'il n'y a personne qui écope ou qui paye pour une injustice ou des choses qui pourraient être jugées quasiment criminelles. Penses-tu que ce serait quelque chose qui pourrait, dans le public, être plus, en tout cas, qu'il y aurait plus d'imputabilité? Ouais. Ben, écoute, ce qu'on a vu pendant la première vague de la pandémie, ça confirme exactement ce que tu dis. Des CHSLD privés non conventionnés où le ministère de la Santé, le gouvernement n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qui se passait. Évidemment, le cas qui nous vient, c'est le CHSLD Erin, qui est un CHSLD privé non conventionné, qui n'avait pas d'entente avec le gouvernement. Et ça a pris des jours et des jours avant qu'on sache avant que le gouvernement puisse savoir ce qui se passait dans ce milieu-là, parce qu'il n'y a aucun outil, en tout cas c'est ce qu'on décode, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de processus en place pour obliger ces propriétaires d'établissements-là à rendre des comptes au gouvernement. Et ben quand il n'y a pas d'obligation de rendre des comptes, ben il n'y a pas non plus de moyens pour l'État d'aller vérifier comment ça se passe et de s'assurer que les services sont bel et bien rendus comme ils devraient l'être. Donc moi je pense que c'est clair que quand on est dans le réseau public, c'est plus facile. Ceci étant, ce que la pandémie, la première vague nous a démontré, c'est que même dans les CHSLD publics, il y avait des problèmes aussi en matière d'imputabilité parce que, notamment, les réorganisations précédentes avaient fait en sorte que, entre autres, il y avait plus de gestionnaires dans les CHSLD. Donc,
une absence de gestionnaire qui fait que, ben, d'une part, les directives ministérielles ne se rendent pas dans les CHSLD ou sont pas appliquées et évidemment, absence de retour d'informations vers le ministère aussi. Donc, moi, pour répondre à ta question, à mon avis, dans le secteur privé, il faudrait mettre en place toute une structure vraiment importante pour encadrer et essayer d'avoir plus d'informations. Mais même à ça, je suis loin d'être convaincue qu'on va y arriver. Mais dans le secteur public, on a des bonifications à faire aussi, là. C'est clair. Ben justement, je pense que l'autre partie du mémoire s'intéresse au milieu peut-être public, là, où on qualifie les CHSLD de milieu de vie laissés à l'abandon. Comment on en arrive à ce constat-là? Ben écoute, à partir du moment où il y a des milliers d'aînés qui meurent seuls, faut se le dire, c'est cru, mais c'est ça, là. Les gens sont morts seuls, affamés, assoiffés. Bon, enfin, j'ai pas besoin de vous faire le topo plus longtemps, tout le monde le connaît. Je veux dire, pour nous, c'est clair, là, qu'il y a eu des personnes qui ont été abandonnées, qui ont été laissées à eux-mêmes, et il y a un État qui a pas rempli sa mission, là. Donc, nous, on a fait des recommandations. C'est quand même ça aussi beaucoup le but de l'exercice, hein, de faire en sorte que ces choses ne se reproduisent plus. Alors, nous, la première recommandation qu'on a faite au regard des CHSLD, c'est évidemment de faire en sorte que ces milieux de vie-là disposent de toutes les ressources dont ils ont besoin. Évidemment, au plan financier, au plan matériel, mais aussi au plan des ressources humaines. Ça, c'est essentiel pour que tous les services, les besoins des personnes hébergées soient satisfaits. On a aussi beaucoup parlé des personnes proches aidantes, parce qu'on l'a constaté. La première phase de la pandémie nous a permis de nous rendre compte à quel point les proches aidants jouent un rôle majeur, notamment dans les CHSLD, mais aussi dans les résidences privées pour aînés, parce qu'à partir du moment où on les a empêchés d'entrer, on a vu la qualité des soins se dégrader là à une vitesse folle. Donc, nous, on a vraiment fait une recommandation à l'effet que, dorénavant, on n'interdise plus l'accès aux proches aidants. Évidemment, il faut le faire de façon sécuritaire parce qu'il ne s'agit pas que les proches aidants aillent contaminer les personnes hébergées et qu'eux-mêmes se contaminent, mais c'est possible de le faire de manière sécuritaire. Là, on commence à le voir dans différents milieux. On peut former les proches aidants, on peut leur fournir du matériel. Bon, il y a des façons de faire pour qu'on puisse maintenir la part des proches aidants et ça, c'est essentiel. On a beaucoup insisté aussi sur la question de la mobilité du personnel. Ça a été un des éléments qui a entraîné, qui a mis le feu aux poudres là, dans les CHSLD. Le fait que plusieurs membres du personnel allaient d'un CHSLD à l'autre, allaient d'une zone chaude à une zone froide. Ça propageait le virus. Il y avait aussi des gens du personnel qui arrivaient des agences privées. Ça, c'est un autre élément sur lequel on a insisté. Nous, on pense qu'il faudrait interdire le recours aux agences privées parce que, d'une part, on en a discuté tout à l'heure, on a encore moins de contrôle quand on est dans un secteur privé, mais aussi parce que ces gens-là, des agences privées, vont d'un milieu à l'autre et propagent le virus. Ça, actuellement, on nous dit que c'est fini. Ce que nous, on s'est fait dire par nos membres, c'est que c'est pas vrai, qu'il y a encore du personnel d'agences privées qui vont d'un CHSLD à l'autre. Ce que je t'ai pas dit, peut-être que je pourrais te dire, c'est que avant que nous, on rédige notre mémoire, comme on voulait vraiment être sûr de porter la parole de nos membres, on a tenu nous-mêmes une consultation avec nos membres. On a fait une consultation virtuelle là avec nos membres et on leur a demandé finalement quel message ils souhaitaient qu'on amène à la commissaire. Et le mémoire que vous avez, c'est un peu le résultat de ce qu'on a recueilli là au cours de cette consultation-là. Alors, juste avant de terminer pour les CHSLD, si j'ai encore quelques minutes, on est revenu sur les maisons des aînés. Parce que, si vous suivez l'actualité, actuellement, vous entendez certainement parler régulièrement des maisons des aînés.
Ben, on me disait que ça allait tout régler, Ginette. Es-tu en train de me dire que je rêve en couleur, là? Jamais j'oserais te rendre malheureux et te faire perdre tes illusions. Je vais te dire ce qu'à la règle, on en pense. D'accord. Tu feras ta réflexion. Écoute, pour nous, les maisons des aînés, c'est pas du tout la réponse à tous les maux du monde dans les CHSLD. Évidemment, les quelques rares personnes privilégiées qui vont pouvoir vivre dans une maison des aînés, pour eux, ça va être bien et ça, on s'en réjouit. Des grandes chambres, des chambres fermées, privées, salles de bain, climatisation, tout ça, c'est parfait. On n'en a aucun problème avec ça. Au contraire, on s'en réjouit. Par contre, on sait très bien que ça va être une infime minorité des personnes qui ont besoin d'hébergement qui vont pouvoir aller dans les CHSLD, dans les maisons des aînés, pardon. Alors que nous, notre crainte, c'est que les milliards qui actuellement sont mis pour la construction des maisons des aînés, mais ces argents-là, ils seront pas disponibles pour rénover nos CHSLD qui, on le sait, plusieurs sont désuets. On le sait, à chaque été, il y a des problèmes de climatisation dans les CHSLD, manque d'équipement, chambres à 3 ou 4 personnes, etc. Alors, nous, on pense qu'il faudrait d'abord rénover les CHSLD actuels qui ont des problèmes, qui sont désuets, plutôt que d'investir des milliards de dollars dans des maisons des aînés qui, en plus, vont avoir pour effet d'aller chercher une partie du personnel qui actuellement est en CHSLD pour aller travailler dans les maisons des aînés. Or, on le sait que dans les CHSLD, il y a déjà des pénuries de personnel. Malgré, oui, il y a eu des gros efforts de fait, et c'est très bien, on les salue, mais il manque encore 3000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Donc, si avec les maisons des aînés, on en va en chercher davantage, on va encore aggraver les conditions de vie des gens qui vont demeurer dans les CHSLD. Donc, écoute, Samuel, fais ta réflexion, mais à la règle, c'est ce qu'on en pense. Ah, c'est assez clair. Effectivement. C'est même, je pense, avancé comme... Oh, vas-y, Louise. C'est une question, oui. C'est parce que je t'écoute, Ginette, puis tu décris très, très bien la situation, puis je reviens au fait qu'il y a de multiples enquêtes en ce moment là qui dressent un portrait de toutes ces choses-là. Il y a quelque chose dans le mémoire de l'AREC qui m'a frappé, je voudrais le lire, c'est marqué. La pandémie a mis en évidence des difficultés existantes et déjà connues. On ne compte plus le nombre de mémoires, d'enquêtes, de bilans dénonçant les problèmes rencontrés dans les milieux d'hébergement collectif et proposant des moyens d'agir. Les solutions sont connues. Est-ce que c'est pas un peu décourageant de voir que les enquêtes, les bilans, comme vous dites, comme il est dit dans le mémoire, tout ça, on sait bien c'est quoi les problèmes. On les a vus vraiment terriblement pendant la pandémie. On peut-tu commencer par quelque chose? Tu sais, dans le mémoire de l'AREC, il y a l'idée d'avoir des états généraux. C'est vraiment intéressant. Puis il y a aussi beaucoup de mesures concrètes. Le protectrice du citoyen, dans son rapport d'étape, avait mis aussi un certain nombre de mesures concrètes qu'on pouvait mettre en œuvre tout de suite. Mais, tu sais, ça va prendre combien de temps avant qu'on se décide à agir? Votre réponse vaut la mienne. Ouais. Moi, je pense honnêtement, effectivement, écoutez, combien de mémoires ont été faites, protectrices du citoyen, vérificateurs. Écoutez, on essaye de faire la liste et puis on n'en finit plus. Il y en a toujours. Oui, c'était connu. Nous, à l'AREC, ça fait des années qu'on dénonce les conditions de vie en CHSLD, les difficultés, etc. Les solutions aussi étaient connues. Écoutez, je pense qu'au bout de la réflexion, on en arrive à se dire que ce qu'il faut, c'est une volonté politique. Je pense qu'on peut pas arriver ailleurs que là. Et notre inquiétude est que cette volonté politique-là, elle soit canalisée uniquement dans les maisons des aînés, ce qui est une réponse peut-être politique intéressante, mais concrètement, comme vous le dites, est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que ça va venir répondre à tous les problèmes qui ont été identifiés depuis des années par multiples enquêtes? J'ai pas. Et donc, à la question quand et quoi,
Ma réponse vaut la vôtre, là. J'ai une théorie là-dessus, Louise, tu me diras ce que tu en penses, Ginette. Mais, tu sais, les personnes aînées qui ont fait, qui ont payé toute leur vie là, pour espérer que l'État leur apporte quelque chose une fois rendus au bel âge et à perte d'autonomie, c'est aussi en partie les personnes qu'on qualifiait de la génération silencieuse. Puis il y a une raison pourquoi cette génération-là porte ce nom-là, silencieuse, c'est qu'elle a eu, malheureusement, la particularité de souffrir dans le silence, que ce soit par le pouvoir de l'Église, que ce soit par X choses. C'est une génération qui s'est jamais plaint, qui s'est dit, moi, je vais faire mes affaires, puis je dérangerai pas, puis je me plaindrai pas. Là, il y a les boomers qui s'en viennent. Puis eux, sont jeunes éternellement, puis c'est correct, puis c'est super. Mais là, ils arrivent à un âge où ils réalisent que leur futur approché, ce qui leur est offert, ben c'est ça. C'est des résidences privées pour aînés, c'est les CHSLD. Et plus les boomers avancent en âge, je crois que peut-être plus ça va crier fort, parce que c'est une génération, justement, qui a fait bouger des choses par la force du nombre, et deux, par cet esprit-là collectif de on n'accepte pas ça, on n'accepte pas que l'autorité nous impose ces choses-là. C'est des fondateurs du syndicalisme au Québec, c'est ça. T'sais. Fait que d'après moi, ça va changer quand que ce beau monde-là va être à la porte des résidences. Espérons-le, mais en même temps, dans les CHSLD, c'est une population extrêmement vulnérable et sans défense, parce qu'il faut voir, quand on est rendu dans un CHSLD, c'est parce qu'on est rendu à un point de nos vies où on n'a plus beaucoup de force. C'est ça qui est dramatique. C'est la façon dont on traite les gens qui sont plus aptes à porter la lutte, le combat et tout ça. Donc, c'est important. Personne n'a crié fort non plus pour eux avant. C'est une génération quasiment qui est sacrifiée malheureusement dans ces services-là. Je pense que dans l'histoire du Québec, on va peut-être les voir comme les orphelins comme on voit les orphelins du Plessis à l'époque. C'est des gens qu'on a vraiment sacrifiés dans un système où on les a oubliés. Mais là, il y a des gens qui ont le pouvoir de changer les choses aujourd'hui qui arrivent, que c'est dans un futur rapproché. En tout cas, j'ose espérer qu'ils vont changer les choses, peut-être pas pour ceux qui vivent en ce moment, mais pour quand eux vont arriver. Ginette, tu parlais de l'échec à traiter nos aînés au Québec. Je sais que c'est un constat qu'on fait ailleurs aussi, en tout cas en France. Je sais qu'on dit ça aussi. Est-ce qu'il y a des modèles qui pourraient nous inspirer? Sûrement. Il doit y avoir une façon de traiter les vieux dans certains pays qui est plus intéressante que la façon dont on s'y prend. Oui, nous, la commissaire à la santé et au bien-être ne nous interpellait pas sur les services à domicile, mais on l'a fait. On lui en a parlé quand même parce que pour nous, c'est une des voies de solution. Évidemment, ça réglera pas tout. Il y aura toujours des gens qui auront un niveau de perte d'autonomie qui va faire en sorte qu'elles vont avoir besoin de soins plus intensifs, mais on pense vraiment qu'avec un système de services et de soins à domicile bien organisé, bien financé, à un niveau qui permettrait de répondre à davantage de besoins, qui permettrait donc à davantage et à une vaste majorité de personnes aînées de demeurer dans leur domicile. Nous, on est convaincus qu'on améliorerait vraiment de manière significative les conditions de vie des personnes aînées. Et on pense que c'est la voie de l'avenir. Les pays d'Europe du Nord, toujours eux, Danemark, Norvège et autres, là, sont, à mon avis, des modèles qui peuvent nous inspirer dans ce sens-là. Mais la question des services à domicile bien organisés, bien financés, ça peut faire une grosse différence. Ici même au Québec, là, pour les aînés en perte d'autonomie. D'ailleurs, c'est très important, le chiffre. J'ai vu que jusqu'à 80 ans, plus de 90% des aînés vivent dans leur domicile. C'est ce qui est écrit dans le mémoire. Et les 85 ans et plus, la majorité vit à domicile. C'est quand même des chiffres. Moi, j'étais surprise de voir ce pourcentage. Je pense que c'est là que ça peut frapper aussi l'imaginaire des gens de dire l'importance des soins à domicile. On a l'impression que c'est une majorité d'aînés qui sont dans les résidences puis en CHSLD, mais c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça dans tous les groupes d'âge, peu importe l'âge de la personne. Oui, évidemment,
plus on prend de l'âge, plus le pourcentage de personnes aînées qui vivent ailleurs qu'à leur domicile augmente. Mais même à ça, la majorité dans tous les groupes d'âge, même chez les 90 ans et plus, c'est au-delà de 50% des aînés qui vivent à domicile, là. Alors ça, avec un bon système de services et de soins à domicile qui permet de maintenir l'autonomie, nous, on est convaincus qu'on améliorerait de manière significative les conditions de vie de nos aînés au Québec. Ouais. Quand on voit ces chiffres-là, on comprend aussi comment les services à domicile qui ont été suspendus pendant la première vague de la pandémie, ça a été dramatique. Parce qu'ils restent à domicile, mais ils ont aussi besoin de toutes sortes de formes d'aide. Alors, quand tout ça a été suspendu, je pense qu'il y a eu une augmentation des demandes pour entrer au CHSLD. Tout à fait. Ouais. Ben, je pense que la liste d'attente, elle est restée soit la même ou elle a augmenté malgré le nombre de morts de décès en CHSLD. C'est assez parlant. Exactement. Et le phénomène qu'on a vu beaucoup, c'est qu'étant donné que les services à domicile n'ont pas été considérés des services essentiels, bien évidemment, ça s'est arrêté. Et ça a été beaucoup, encore une fois, les proches aidants qui ont pris le relais. Et souvent, la personne proche aidante, d'une personne de 84 ans, 85 ans, c'est un conjoint ou une conjointe qui a à peu près le même âge. Et là, la charge est devenue extrêmement lourde pour plusieurs personnes qui ont eux-mêmes connu une perte d'autonomie importante jusqu'à, dans plusieurs cas, devoir être hébergés en CHSLD. Alors ça, oui, ça a été une grave erreur, à mon avis. Ce qu'on a vu aussi, le fait que les services à domicile n'avaient pas été considérés comme des services essentiels, ben ça a fait que le personnel des services à domicile s'est dirigé vers les CHSLD ou les nouvelles formations en vue d'aller travailler en CHSLD. Donc, on a encore là hypothéqué davantage les services à domicile. Et ça a mis aussi en lumière le fait que les conditions de travail pour le personnel à domicile sont difficiles. Sont pas à la hauteur de la tâche et des responsabilités qu'ils ont. Ouais. Absolument. Et là, ce mémoire-là a été déposé, vous l'avez présenté à la commissaire. Ça a été fait quand, ça? Je ne me rappelle plus la date. Ça a été fait mercredi, je ne me souviens plus. Je vais aller voir ça. C'est le 10 février. Oui, c'est exactement ça. Bravo. Merci. Bravo. Donc, oui, on a rencontré la commissaire à la santé et au bien-être. On a vraiment eu l'impression qu'elle n'avait pas beaucoup rencontré de groupes qui représentaient des usagers, étant donné que son mandat est vraiment axé sur la gestion comme telle. Mais elle nous a indiqué avoir beaucoup apprécié notre éclairage, nos propos. Bon, évidemment, là, le rapport est attendu en septembre prochain, si ma mémoire est bonne, mais je pense que on a pu l'alerter sur des enjeux qu'elle avait peut-être pas dans sa mire. Notamment, on lui a exprimé toute l'inquiétude que nos membres nous ont indiquée au regard du protocole de priorisation des soins intensifs. Ça, quand on a consulté nos membres, ça a été unanime. Nos membres sont extrêmement inquiets face à la possibilité qu'éventuellement ce protocole de priorisation, le protocole qui sert à choisir parmi les personnes qui pourraient avoir accès aux soins intensifs ou pas, là. Et on sait que parmi les critères, ben c'est pas l'âge comme tel qui est un critère, mais les autres critères par la bande vont faire en sorte qu'une personne plus âgée sera pas autant priorisée qu'une personne plus jeune. Et ça, tous nos membres nous ont indiqué qu'ils étaient extrêmement inquiets par rapport à ça. Évidemment, là, les chiffres sont intéressants, les cas diminuent, le nombre d'hospitalisations diminue, mais on a des problèmes d'approvisionnement de vaccins, on entend parler de variants, d'une troisième vague, plus contagieux. Bon, alors ça, on a alerté là la commissaire là-dessus. Nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'il faut absolument que tout ce qui est possible de faire soit fait avant qu'on en arrive là à actualiser un protocole comme ça là. Ouais. Je comprends tout à fait. Puis, dans le fond, tu disais que ce rapport-là est attendu pour septembre, le rapport de la commissaire? Oui. Okay. Entre-temps, j'imagine qu'on va suivre assidûment ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'enquête du coroner sur les CHSLD. Ça porte sur quoi? J'ai lu vite, là, mais ça porte sur quoi son enquête au coroner?
En fait, et un peu comme Madame Petitgros le disait tout à l'heure, c'est un mandat qui est assez proche de celui de la commissaire. Il vise vraiment à enquêter sur et les CHSLD et les RPA, mais leur technique est peut-être différente dans le sens qu'ils prennent vraiment des cas plus spécifiques. Un CHSLD, par exemple, comme celui de Run. Et là, ils vont vraiment aller voir dans le micro-détail comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi, etc. Et là, on n'a pas parlé beaucoup des résidences privées pour aînés, mais le coroner va aussi enquêter sur les résidences privées, notamment le manoir Liverpool. Oui, parce que là, ce qui est dans l'actualité en ce moment beaucoup, c'est les cas de maltraitance, puis c'est des cas de maltraitance qui sont mis en lumière par la pandémie, mais qui visiblement ne datent pas que de la pandémie. Il ne faut pas mettre tout sur la faute de la pandémie. Il y en a que ça fait plus que 5 ans là, que ça arrive. Là. Tout à fait, tout à fait. Quand on le dit aussi dans le mémoire, la pandémie a exacerbé des problèmes qui étaient déjà présents, les a mis sur la place publique au grand jour et maintenant on les voit mieux. Maintenant, je pense qu'il est notre responsabilité de tout faire pour que ça ne se reproduise plus, là. Mais non, on peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie, là. Domaine Liverpool, ça fait 5 ans que ça dure. Il y a définitivement là des mécanismes qui n'ont pas fonctionné. Il y a des processus à revoir. Comment ça se fait que le PDG du CIS de Chaudière-Appalaches n'a pas réagi? Qui est imputable? Qui n'a pas transmis l'information? Alors, c'est des choses comme ça que le coroner va certainement explorer, là. Puis dire qu'on ne savait pas, ça m'apparaît une défense pas mal faible, hein? Invoquer le fait qu'on ne savait pas. Vous avez dans le mémoire aussi, il y a la question, on revient avec la question du gel des tarifs, hein, des logements aussi. C'est une proposition aussi du mémoire, oui. Tout à fait, parce que ce qu'on observe actuellement dans les résidences privées pour aînés, on s'aperçoit qu'il y a des propriétaires qui imposent des augmentations de coûts de logement et de coûts de services qui sont absolument disproportionnés. On a eu des cas il y a quelques semaines d'un propriétaire qui annonçait des augmentations de 20 Bon, il s'est rétracté, mais là, nous, à l'AREC, on a commencé à essayer de dresser un tableau de la situation et on est informé de toutes sortes de cas qui sont aussi inquiétants que ce qui est sorti dans les journaux il y a quelques jours. Donc, nous, on considère, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres provinces canadiennes, que pendant la durée de la pandémie, les tarifs devraient être gelés dans les résidences privées pour aînés. D'autant que, il y a eu beaucoup de services qui, normalement, doivent être rendus dans les résidences privées et qui ne l'ont pas été. Hein, qu'on pense à l'accès, par exemple, à des services de loisirs, l'accès à des services de coiffure, une salle de billard, etc., etc. Tout ça, c'était pas accessible. Mais les gens dans les résidences privées ont continué à payer comme s'il y aurait eu accès à ça. Donc, comment imposer des tarifs plus élevés alors qu'on a rendu moins de services? Et de deux, mais le gouvernement a versé énormément d'argent aux résidences privées là, pour soutenir les résidences face aux frais supplémentaires qui ont été entraînés par la pandémie. Des contrats qui n'étaient peut-être pas toujours légaux non plus, à ce qu'on apprend. Oui, ça. 8 millions, je pense, qui avaient été donnés à la résidence. Liverpool, oui. Oui, c'est ça. Alors, d'une part, il y a eu des aides gouvernementales, il y a moins de services qui ont été rendus et on observe des augmentations de tarifs complètement disproportionnées par rapport à l'indice des prix à consommation. Donc là, il y a quelque chose de complètement aberrant et on dit, pourquoi pas faire un gel pour le temps de la pandémie, comme ça s'est fait ailleurs de toute façon. Et puis après, on revisera s'il y a lieu, là. Mais dans un premier temps, donnons une chance aux personnes aînées qui ont quand même, pour plusieurs, en tout cas, eu des dépenses supplémentaires ou des pertes de revenus pendant la pandémie. À Rimouski, la semaine passée, hausse de 40% dans une résidence. C'était 500 $ par mois de plus. Si c'est pas de l'abus, ça, je sais pas ce que c'est. C'est énorme.
C'est peut-être pas par hasard qu'on assiste à une campagne de publicité de certaines chaînes de résidence actuelles. Oui, oui. Bon, mais merci beaucoup, Ginette, pour cette bonne discussion sur ce sujet qui peut être très sensible. Mais un sujet inépuisable pour l'instant. Ouais. Malheureusement, malheureusement. Oui. Plus on gratte, plus on en trouve. Donc, on risque d'être invité justement pour la suite de toutes ces multiples enquêtes là, à suivre. Merci beaucoup, Ginette. Ça me fera plaisir. À la prochaine. Merci, au revoir. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et on a avec nous un habitué de l'émission, mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, Tommy Bureau. Tommy, ça va? Oui, salut, ça va, Samuel? Oui, très bien, merci. Ben oui. Puis Louise aussi va bien. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis pas venu, puis ça me manque, honnêtement. Je venais assez régulièrement dans le temps que je travaillais à l'AREC. T'as laissé un grand vide, Tommy, là, dans mon cœur, puis je m'ennuie de toi, puis je vois ça comme un abandon, le fait que tu aies quitté l'AREC. Oui, c'est toi spécifiquement que je fais, Samuel. je le prenais personnellement. Mais oui, pour les membres qui le savent peut-être pas, effectivement, Tommy, t'assumes officiellement un nouveau rôle maintenant. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi le nouveau rôle que tu assumes à la CSQ? Oui, je suis conseiller maintenant en éducation à un avenir viable pour le service de l'action socio-professionnelle, professionnelle et sociale, voilà, qu'on appelle fréquemment le service 2 à la centrale. Donc, on finit par oublier les noms complets. Donc, je suis conseiller pour le mouvement ACT, dont on va parler aujourd'hui, donc Action collective en transition environnementale et sociale. Et aussi, j'ai une partie de ma tâche qui est dédiée au secrétariat des écoles associées de l'UNESCO. OK, super. Puis là, tu sais, quand tu as quitté le poste, là, on disait à tout le monde, là, bon, Tommy est allé s'occuper des EVB. Puis nos membres, ils connaissent beaucoup les EVB. Ils ont vu ça naître, ils s'en sont occupés. Mais là, les EVB ont évolué comme un Pokémon. C'est devenu quoi, Tommy? Là? Le mouvement ACT, là, c'est quoi? En fait, le mouvement ACT, c'est une continuation, effectivement, des EVB. Pour les gens qui ont connu les établissements verts au Frontland, ils ne seront pas perdus avec le mouvement ACT. Quand on présente le mouvement ACT à des membres des établissements, des écoles, par exemple, qui veulent devenir membres, on commence toujours par leur dire que tous les services qu'ils ont connus dans le réseau des EVB, se poursuivent. Donc, on a toujours un service qu'on appelle guichet pour les membres qui souhaitent avoir de l'information sur l'ensemble des projets, des activités qu'ils pourraient mettre en place ou ils ont des questions sur des enjeux d'actualité qui sont en lien avec nos 4 valeurs. Je rappelle les 4 valeurs qui sont toujours les mêmes, qui ont toujours été les valeurs du mouvement EVB puis qui restent les valeurs d'ACT, c'est-à-dire écologie, solidarité, démocratie et pacifisme. Donc, on a ce service-là qui se poursuit quand les membres veulent nous appeler pour avoir de l'aide ou de l'information. On continue à organiser des sessions nationales, donc un rendez-vous biannuel où les membres les plus engagés souvent se présentent pour se former, pour se réseauter. Évidemment, on a poursuivi tout ça en mode virtuel avec la pandémie. On continue aussi à diffuser du contenu pédagogique. Donc, on a du contenu qui date depuis 1993 jusqu'à tout récemment, qui a été produit pour le mouvement. Les éléments qu'on est en train de remettre, en fait, au bout du jour aussi, qui sont encore pertinents, mais qui, des fois, avaient pris un peu la poussière là, après des années, mais en ressortant du vieux matériel pédagogique, on réalise que, wow, OK, c'est encore pertinent, faut juste des fois remettre un peu. Oui, parce qu'à cette époque-là, les gens pouvaient fumer dans les hôpitaux, tu sais. Quand même. Il y a des choses qui ont changé. C'est ça, il y a des choses qui ont changé un tout petit peu, puis des fois, c'est juste, des données à mettre à jour, tout ça. Fait que ça reste tout ce que le mouvement était, se poursuit. Par contre, avec le mouvement ACT, évidemment, en 2021, on fallait s'adapter. Il y avait des choses qui devaient s'améliorer, des nouveaux services aussi qui vont maintenant être proposés à nos membres. Donc, c'est tout simplement une évolution en fait du mouvement. Puis la raison pour laquelle on a changé le nom, puis qu'on est devenu Action collective en transition environnementale et sociale,
c'est que la vérité, c'est qu'au début des années 90, quand les établissements verts Brundtland sont nés, le nom Brundtland était un nom qui était connu et reconnu. On en parlait dans l'actualité. C'est la personne qui est responsable, Madame Brundtland, d'avoir écrit le premier rapport de l'histoire sur le développement durable. Maintenant, en 2021, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient à chaque fois qu'on nommait notre nom d'expliquer ce que c'était. Donc, on trouvait ça important d'avoir un nom qui reflétait mieux ce qu'on fait, mais aussi qui était plus clair, plus facile à comprendre. Avez-vous songé à changer pour le mouvement Thunberg? C'est vrai, je pense qu'on aurait eu le même problème dans 20 ans, peut-être. Mais, quand on change de nom, Tommy, là, ça pose quand même des difficultés parce que les EVB ont existé pendant plus de 20 ans. Je pense que c'est autour de 25 ans. Plus de 27 ans. Ils sont là, connus dans les organismes, connus. Bon, il y a une certaine notoriété. Bon, on pouvait se référer à ce mot. Ça pose quoi comme difficulté d'imposer un nouveau nom? C'est quoi les embûches ou les... Étonnamment, jusqu'à maintenant, là, ça fait seulement quelques mois là, qu'on fonctionne avec le nom ACT, mais la seule embûche, c'est qu'on s'échappe des fois. Il y a des gens, des fois, qui nous appellent, puis qui nous appellent encore EVB, évidemment. Mais jusqu'à maintenant, ça a été très rapide et simple, je dirais, l'adoption de la nouvelle identité. On n'a pas vécu d'embûche majeure. Fait que je suis bien content, j'aimerais toucher du bois, mais on n'a pas senti de résistance. Il faut savoir aussi que le changement, c'est pas quelque chose qui venait de la tête là, puis qui a été imposé aux membres. Ça faisait longtemps aussi que les membres demandaient une espèce de réinvention, si on veut, du mouvement. Donc, il n'y avait pas de surprise majeure là, qu'on arrive avec une nouvelle identité, puisque ça fait partie, là, si on veut, du grand chantier de réinvention du mouvement. C'était pas quelque chose qui sortait de nulle part. Là. Puis j'imagine qu'il y a le mot CSQ dans le logo. Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Quand vous allez croiser notre logo sur le web, vous allez vous rendre compte que le logo de la CSQ y est toujours associé, effectivement. Ah, OK. Ah ouais. Oui, je le vois là, oui, OK. Il est en haut de la tête à Tommy, un petit peu. C'est un bleu sur bleu. Mais parce que j'imagine aussi que c'est important de moderniser un peu ses communications, sa façon de présenter, étant donné que le mouvement ACT s'adresse à des jeunes, c'est des générations qui changent régulièrement. J'imagine que pour aller chercher leur attention, les captiver, c'est important de modifier ses communications. Je suis un gars de communication, fait que j'imagine que c'est important pour dire yo les jeunes, écoutez-nous. Ben, le mouvement ACT, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on va travailler avec les jeunes directement de temps à autre. Comme hier, j'ai animé un atelier là, avec des jeunes de secondaire 1 à 5 sur comment monter un projet dans leur école. Mais principalement, on travaille avec le personnel. Donc, c'est un mouvement qui vraiment là, davantage est là pour soutenir le personnel des établissements. Par contre, oui, effectivement, même le personnel aussi se renouvelle. Donc, se rajeunir et se renouveler, ça devenait absolument essentiel, même si effectivement on travaille pas avec les jeunes directement. C'est pas notre majeur. T'sais. On est vraiment là pour soutenir le personnel. C'est quoi les principaux défis auxquels vous faites face? Mettons, on change de nom, donc ça veut dire qu'on donne un nouvel élan et tout ça. Ouais. C'est quoi les enjeux les plus importants actuellement pour le mouvement ACT? Qui nous ont amené justement à nous réinventer. Hein? Oui, par exemple, ou que vous voyez en perspective. Oui, ben je pense que là, c'est une question très large parce que nos valeurs, comme je le disais tantôt, c'est écologie, démocratie, solidarité, pacifisme. Donc, si on voulait parler de l'ensemble des enjeux qui touchent nos 4 grandes valeurs en ce moment, je pense qu'on sait tous là que les enjeux n'ont jamais été aussi importants. C'est sûr que si on parle d'écologie, là, on parle de la crise climatique, de la crise écologique. On vit déjà là, les conséquences de ces changements-là. Puis au mouvement ACT, au mouvement EVB, avant, on sentait le sentiment d'urgence de la part d'une jeunesse qui est confrontée à ça. On parle beaucoup d'éco-anxiété, une jeunesse qui craint pour son avenir, qui veut se mobiliser, qui veut s'organiser pour changer les choses. Fait que mieux soutenir le personnel, justement, nos membres, qui, eux, travaillent avec des jeunes qui vivent ce sentiment d'urgence-là, de changer les choses. Ça, je pense que c'est un défi important. Un autre défi qui est lié à ça, selon moi,
c'est le fait qu'on sait très bien que nos membres se retrouvent beaucoup en surcharge. Donc, d'un côté, les enjeux, par exemple, si on parle de la crise écologique, sont de plus en plus criants. On a une jeunesse qui veut intervenir, mais les membres du personnel ont souvent de moins en moins de temps à consacrer à ces causes-là, en dehors, évidemment, des fois des salles de cours, des fois à l'intérieur, tout dépendant. Fait que je pense que ça, c'est des enjeux importants là, de voir les crises qui sont importantes, puis en même temps, le manque de ressources pour pouvoir soutenir nos membres qui veulent se mobiliser avec les jeunes. Fait que si j'avais à nommer vraiment les enjeux les plus importants, moi, c'est ce que je vois en ce moment. Puis c'est pour ça que là, j'imagine qu'on va avoir peut-être une minute pour parler des nouveaux services qui s'en viennent. L'objectif en ce moment, c'est clairement d'offrir le plus possible des outils à nos membres qui vont leur permettre de faire le plus possible avec le moins de ressources. Fait il y a plusieurs gestes là, qui ont été posés, qui vont être posés, entre autres. Ça peut avoir l'air de des détails, mais quand on additionne tout ça, on se fait dire par nos membres que c'est vraiment précieux. Là. L'adhésion depuis 2019 est gratuite. Donc, plus besoin d'aller chercher un budget, par exemple, auprès de sa direction, même si c'était pas des montants faramineux, ça devenait quand même, dans certains cas, une complexité ajoutée de devoir trouver de l'argent pour renouveler son adhésion au mouvement. Donc là, maintenant, c'est gratuit. L'adhésion chaque année, comme avant, ils doivent renouveler chaque année? Ben oui, mais la façon dont ça va fonctionner maintenant, en fait, c'est que la reddition de compte va être excessivement légère. En fait, on est en train de mettre sur pied 2 plateformes en ligne qui vont permettre à nos établissements de se certifier ACT d'une part, puis aussi d'aller chercher facilement puis de partager du matériel pédagogique sur une seconde plateforme. Et plutôt que de leur demander maintenant de faire des relevés de réalisation, on va tout simplement être capable de remarquer nous-mêmes à quel point ils ont interagi avec les plateformes dans l'année. Donc, ça va nous permettre nous-mêmes de tirer un bilan de ce qui a été accompli dans chacun des établissements. Puis, s'il y a certains milieux qui sont inactifs, ben on va le voir tout de suite parce qu'on va réaliser qu'ils n'ont pas interagi avec les plateformes qu'on est en train de mettre en place. Fait que tout ça, là, puis c'est sonné que je vous lance ça un peu en vrac, là, mais c'est toutes sortes de moyens qui sont mis en place en ce moment au Mouvement ACT pour rendre le plus possible la vie facile à nos membres, pour qu'ils puissent évidemment avoir les outils en main pour agir, que ce soit le moins compliqué possible. Et pour conclure, pour les curieux et curieuses qui aimeraient en savoir plus, c'est où qu'on peut aller pour s'informer sur le mouvement ACT? Ben, on a une nouvelle page web qui, pour l'instant, n'est qu'une page d'accueil où on trouve pas tous nos anciens documents, mais vous pouvez aller sur act.lacsq.org. Évidemment, on est encore aussi très actif dans les médias sociaux. Donc, si vous tapez Mouvement ACT sur Facebook, toujours ACT au pluriel, là, vous allez pouvoir nous trouver aussi. Donc, je pense que c'est important là, pour finir de le dire, je viens de le mentionner rapidement, mais on est en train de développer des services en ligne qui vont être vraiment intéressants pour nos membres, qui vont être simples d'utilisation, puis qui vont vraiment leur donner une multitude d'outils qui vont être à leur disposition en tout temps. C'est la beauté du web, là, 24 heures sur 24. Donc, on a des bien belles annonces à faire dans les prochains mois. En 2021, il va y avoir beaucoup d'annonces, ça je peux vous le dire. Puis, fait que je vous invite effectivement à nous suivre sur Facebook puis à regarder ce qui se passe sur notre site web là, qui va bientôt être converti complètement en site du Mouvement ACT. Ben, nos attentes sont très élevées, Tony. En terminant, l'accueil est bon dans les milieux? Oui, tout à fait. Ben, comme je le disais tantôt, ça faisait plusieurs années que le réseau EVB, à l'époque, consultait les membres pour dire, ben là, on aimerait ça, réinventer le mouvement, quelles sont vos idées? Donc, il y a à peu près rien qui est proposé en ce moment, ni qui est une surprise, ni qui sort de nulle part, c'est pas du top-down, là, c'est vraiment des idées qui venaient du terrain, qui ont été acheminées vers l'équipe du secrétariat. Fait que, oui, je suis content, la réception est bonne, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a travaillé avec les membres là, pour réinventer le mouvement. C'est bon, bonne chance. Super, ben oui, ben on te souhaite bonne chance dans les défis, à toi et au mouvement ACT en soi. Merci, puis je continue à suivre les activités de la REC, puis je vous aime beaucoup. Je suis sûr que nos membres t'aiment encore, Tommy. Il y a juste moi qui te brisé le cœur. Merci, ça me plaît, merci. On va te réinviter, c'est sûr. Bye là. Bye. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckiefm.org et sur iTunes.
Voilà, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié là, nos deux invités. Donc, on se dit à dans 2 semaines. Puis en espérant qu'il fasse un peu moins froid. Puis faites attention pour ne pas finir comme Louise, là, puis vous casser le bras. Ouais, vérifiez donc les semelles de vos bottes, voir si elles sont usées comme des vieux pneus ou bien elles sont encore bonnes pour résister à la glace. C'est le conseil que je vous donne. Alors, à dans 2 semaines et bonne chance. Bye. Au revoir.